Je voudrais commencer par là, par le langage, le petit soupçon qui a grandi en moi au fil des ans, à l'égard du langage. Je me demande, avec ces langues que nous disons humaines, à quel moment est-ce que nous nous séparons des choses? N'est-ce pas avec les mots que nous commençons de détruire ce qui est sous nos yeux, sous nos mains? Je me dis que c'est sans doute pour ça que j'aime cette histoire. L'histoire de l'oiseau qui a vu, il y a longtemps, les premiers mots sortir de la bouche des hommes. Du haut du ciel rouge, flamboyant de la préhistoire, les bouches bées observaient chaque phonème qui sortait de la bouche des hommes. Les bouches bées pressentaient déjà que cette manie de parler, de dire, de nommer, condamnait les hommes à un affreux destin. Le chef de l'espèce surplombait la souche humaine la plus active dans la transformation des phonèmes en mots. Il travaillait chaque nuit à une fresque qui, au prix d'un intense labeur du bec martelé contre la pierre, finit par dessiner ce qui nous est parvenu comme la fresque de la malédiction. Quand les premiers hommes, doués de parole, entendirent parler de cette fresque, ils demandèrent à la voir. Le chef des bouches bées refusa, jurant qu'il la détruirait à la moindre tentative. Cela dura quelques années, assez en tous les cas, pour que la curiosité des premiers hommes grandisse. La fresque fut gardée jour et nuit. Le chef des bouches bées, tant qu'il put, poursuivit son œuvre, imperturbable. Enfin, il mourut et l'on put entrer. Ce fut une journée glorieuse. En observant la fresque, les hommes eurent l'impression d'une toile où ils se débattaient, dont ils ne pouvaient s'échapper. Cependant, eux qui avaient réussi à améliorer leur sort tout au long de la longue vie du bouche bée, interprétèrent la fresque autrement. Ils y virent l'admiration de l'oiseau pour le langage et firent du dessin le symbole de leur puissance. L'interprétation de la fresque, pourtant, ne faisait aucun doute. Ce qui fut d'abord vu comme la célébration d'un miracle, celui des cris devenus des phonèmes, devenus des mots, était bien une prison. Une gigantesque prison de signes. Mes amis, lorsque je pense à notre place au début de ce siècle, je me dis que nous sommes bien pauvres, bien démunis. Je veux dire, avant nous avions Dieu, quel qu'ait été notre Dieu. C'est-à-dire, nous avions la chance d'une totalité. Puis, on a perdu le sacré, et il y a eu l'espoir. Nous avons espéré en une libération ici sur la terre. Mais aujourd'hui, où sont nos ailleurs et quelle est notre attente? Je vois pour ma part qu'il n'y a plus qu'un seul monde. Du moins, c'est ce qui apparaît. Si nous ne parvenons pas à garder en nous quelques poches d'au-delà. Voilà sans doute ce que j'appelle histoire, ou mythe, ou conte, ou fable. Des poches d'au-delà qui donnent à entendre l'invisible. Mais n'accélérons pas. Revenons à ce moment
après l'invention de la voix humaine, quand soudain nous nous sommes retrouvés sans espoir et sans ailleurs. Il y avait jadis un pays, le dehors, et le vent était son ambassadeur. Il devait alerter les hommes de bien tristes nouvelles. Mais le vent, el embajador, ne parvenait pas à se faire entendre tant qu'il était dépassé par le bruit, la rumeur des grues, de toutes les machines, outils qui sculptaient la terre, la pliaient, la tordaient. Les gens étaient plus intéressés par les affiches sur les bords des routes, des chantiers qui montraient les aquariums, les poissons-chats, les requins-marteaux, les villas de rêve posées comme des Legos au bord des lagons. Si bien que l'ambassadeur, le vent qui portait les messages lointains de l'ailleurs, finit par mourir. Un enfant raconte qu'il le vit s'écraser à la sortie de son village sur les flancs rocailleux d'une montagne des Andes. Ce fut la fin du pays du dehors. On en perdit la trace. La colline où le vent prenait son élan se déroba au regard. Les deux fanions qui marquaient la frontière du dehors, fanions derrière lesquels les lèvres de l'espèce avaient été cousues. Plus personne ne les vit jamais. Et l'ambassadeur alors dévala une dernière fois les pentes vertigineuses du contrefort des Andes. L'enfant qui le vit s'écraser tenta de le réanimer, il souffla dans la bouche du vent, mais le cœur de l'ambassadeur de sa chute ne pouvait se remettre. Plus personne dès lors ne sentit le vent sur ses cheveux. Tout ce qu'il restait de souffle en ce monde venait de la pulsation des moteurs, et les cheveux étaient décoiffés par la vitesse, celle des voitures, des trains. Dans les bureaux, le souffle de l'air conditionné déplaçait quelques mèches, et dans les toilettes des hôtels, c'était le souffle des sèchements. Partout, un vent chaud, le vent d'une seconde nature, électrique, artificielle. Le livre espérait pourtant. Il espérait qu'il pourrait encore sentir dans l'avenir quelque chose qui aurait la fraîcheur du dehors, la force de l'ambassadeur. Il fallait le voir dans la rue, les rues couvertes par la voûte éclairée du ciel, qui ressemblait à s'y méprendre au ciel. La marche d'espoir du livre. En avant, il s'écrie, en avant. Et il souffle comme l'enfant des Andes dans la bouche du vent pour le réanimer. Sur les vitres devant lui, son souffle dépose une fine pellicule de buée, où bientôt mes doigts, sous sa commande,
des signes, des lettres. Mes amis, écrire quoi? Pourquoi quand il y a tant d'histoires? Pour former quel monde? Si la langue est la frontière qui nous empêche de voir au-delà un monde piétiné par nos humanités, si l'ailleurs de nos attentes est essoufflé comme le vent du dehors, quel livre faut-il écrire et pour soutenir quel courage, pour sauver quel temps? Je pense à ce grand mot, libre, qui aura été le Graal des modernes. Je pense à une histoire étrange qui commence comme un cauchemar. Imaginez, vous venez juste de naître et vos empreintes sur la terre vous devancent. Vous devez marcher, mettre vos pieds dans les traces qui sont là devant vous. Ce que vous prenez pour votre liberté n'est que votre résistance à suivre ce qui est finalement écrit. Voilà ce que je comprends dans cette curieuse histoire. Nous demandons partout un plus grand pouvoir, une plus forte liberté. Nous bâtissons des bulles, des sphères pour échapper à nos conditions. Nous perçons le mystère des choses pour acquérir des droits. Nous nous émancipons du milieu de nos vies, de nos genres, de nos langues. Et cependant, que fait-on d'autre que de se séparer? Je lis maintenant cette histoire de l'homme qui suivait ses pas et je me demande au fond où nous conduisent ces traces. L'homme qui suivait ses pas ne s'était pas toujours plaint de ses bottes, de ses empreintes qui le devançaient. Lorsqu'il n'était encore qu'un enfant, ça avait été pour lui une aide précieuse de voir que son destin était déjà tracé. Pas de questions, pas de doutes, pas de « What will I do when I grow up ?» Il n'avait eu qu'à poser ses pieds dans les traces de ses pieds. Il n'était ni maître de son destin ni de sa révolte. Il suivait le tracé de sa vie avec résignation. Mais ce jour-là, jour de sa mort, entre ses pieds et la marque de ses pieds, ce n'était plus que méfiance et colère. Il avait réussi, par la seule force de sa volonté, à se distancer, à s'éloigner, ce qui expliquait qu'il fût à cet instant si loin de ses empreintes et si loin de lui-même. Il marchait si lentement qu'il semblait immobile entre les rochers. La distance entre lui et ses traces à venir, il la maintenait en se remémorant l'enchaînement de douleurs et de joie qu'avait été sa vie. Mais il avait beau freiner, ralentir, ses empreintes
l'appelait. Encore un pas, puis deux, puis... Mes amis, voilà quelques fragments du livre qui voulait transformer son monde. C'est un livre de joie, de peine qui traverse le temps. Je dirais aujourd'hui qu'il s'est servi de moi pour se désolidariser des hommes. Il cherche en fait à faire réalliance avec les choses. Voilà ce que j'y lis. Ce serait merveilleux si les phrases pouvaient se ranger dans les plis de nos langues comme un paysage dans le cadre d'une fenêtre. Il y aurait de l'avenir, de beaux jours devant nous, et aussi ça un peu plus loin. Je me demande si je ne devrais pas laisser chaque histoire inachevée afin que la persécution suspende son décret. C'est drôle, je trouve, cette manière de vouloir ouvrir, ouvrir toujours, cette manière de chercher dans l'obscur, dans le froid du temps, une note de couleur. Je lis, il a foi le livre, il croit qu'il pourra se passer des hommes, il s'imagine une vie nouvelle, lumineuse, auprès de ceux qui refusent de parler. Voilà ce que je trouve, mes amis, dans le cœur saturé du livre. Une envie de reprendre depuis le commencement. Allez. Va, je lui dis. Quitte ce palais d'hiver et va te fondre dans le flot de la vie. Et là, c'est immédiat. Il quitte la chambre du mort, s'écarte de la fenêtre, se retourne vers moi. Je parierais qu'il compte combien nous sommes, un cortège ou seulement une poignée. Je sens en tous les cas que c'est l'heure, je le tire, l'arrache à la veillée, je le pousse dans un tram, figurez-vous. Les portes se referment. Quelques stations pendant lesquelles je lui montre ce qu'il y a d'admirable aujourd'hui. Je lui dis, regarde les néons là, et ces affiches pour un prochain départ. Regarde cette immense carrière de la laideur, le sentiment tonifiant qu'elle nous procure de notre dérision. Non, ne pas juger, accueillir, éprouver. Se laisser aller pour une fois dans le flux de la vie. Regarde, je lui dis, cette vitalité, toutes ces métamorphoses. Et lui qui me répond. Je suis arrivé au royaume des morts, la pieuvre. Je vois au bout de notre histoire tout le champ de la désolation, des visages épris de leur propre misère. Je m'enfonce dans ce lieu obscur, comme à l'intérieur de la haine. Et moi, Dieu pourtant, Dieu, le paradis, l'enfer, toute l'infinité des champs de l'existence sont ici. Ne comprends-tu pas, mon maître, ici, à portée de nos bras? Mes amis, je relis ici devant vous des notes d'il y a quelques jours, quand je pensais à ce moment-là, devant vous. Je lis, voilà donc notre tâche, nous sortir des décombres. Je vois que les années ont commencé à peser sur nos corps, et de partout, nous sommes éprouvés. Nous devons aller vite. Je n'ai fait ici que commencer des histoires. L'oiseau, qui entendit pour la première fois les paroles des hommes,
le vent qui portait jadis les messages de l'ailleurs, l'histoire de l'homme qui suivait ses pas. Ce ne sont que des histoires, mais elles cherchent déjà à dessiner un monde, celui où nous vivons. C'est ma manière, je crois, de soigner les blessures. Les contes, les fables, les mythes sont pour moi à reprendre comme toute la tradition. Replonger dans l'hier pour consentir à vivre. Et la terreur, il faut la voir. La peur qui s'empare de la ville lorsque les portes s'ouvrent et déversent les hommes chiens le long des trottoirs. Les hommes chiens qui ont oublié leur langue et s'aiment et prolifèrent. On les voit de loin, depuis la gare. Ils sont là-bas, derrière les fenêtres encore éclairées des tours. Ils menacent et il doit être environ 11 heures, sous le ciel sombre. Sur toute cette neige en boue entre les pneus et les tintements des cars, la ville s'éveille, et rares sont ceux parmi nous qui se souviennent encore des paroles humaines. C'est un aboiement, le triomphe de l'aboiement. Et quand la sonnerie de l'université retentit, je vois les visages terrifiés des vendeurs du marché aux puces, l'empressement avec lequel ils plient leurs stands, rangent leurs bibelots, tous sur l'esplanade, les quais de la gare routière, tous redoutent ce qui va arriver. Les étudiants de l'université du chien. Ils ont répété dès les premières lueurs du jour, et maintenant les voilà. C'est par meute de 10, 20 qu'ils traversent l'avenue. Ils jappent, grognent, et certains, pour les calmer, les nourrissent. Les chiens, en quelques minutes, sont partout sur la place, ils envahissent les bus. Le premier des vendeurs tombe, le volage se convulsionne. C'est une transe sans Dieu qui commence. On dirait un rite, une fête obscure, raideur du cou, des visages spasmes. Mais à qui est la main qui tord ces pauvres gens? Quel fléau s'est abattu sur nos villes? Le livre, à cet instant, j'ai l'impression qu'il cadre, documente, archive. Ces pages, il les offre à la déraison, muscles des mâchoires, du front, bras jetés en avant, imploration. Sous l'emprise des tremblements, les corps sont des sculptures, ils passent d'une pose à l'autre, de l'espoir à la damnation. Regarde, me dit le livre, quelqu'un a ouvert les portes qui retenaient l'humanité malade. Et lui, à cet instant, on dirait qu'il se régale, savoure. Pour un peu, il remercierait le chien. Qui arriverait à cette heure crierait au massacre? Mais en se penchant, prêtant l'oreille, non, c'est la mélodie du sommeil. Un sommeil profond des corps après les tremblements.
Le livre, est-ce par empathie, par pitié, se faufile entre eux, il s'allonge lui aussi. Ça va? Je demande. Et lui, ça va. Juste un fragile filet de voix pour que je comprenne qu'il veut s'imprégner de quelque chose que je n'entends pas. Écoute. Quoi? Le livre ne répond pas. Alors, pour le comprendre, je l'imite, je m'allonge, le bitume de la gare routière est froid. Mais je commence à sentir le plaisir qu'il prend à être l'un de ces corps endormis. Je comprends ce qu'il faut écouter. Je découvre, grâce au livre, les conditions de la paix. Je note, consigne, frappe cette phrase du livre. Ceux qui dorment ne peuvent pas se battre. Et je saisis, corps parmi les corps, les vertus de ce grand sommeil. Je dis à haute voix, la voilà, notre paix. Nous sommes allongés après les contorsions, après les tremblements. Nous avons vu les damnés tordus, fendus autour de la douleur, visages accablés par les nerfs, et maintenant, nous dormons. Mes amis, je ne sais pas ce que vous sentez, vous, de ce qui nous arrive. L'histoire, la violence qui reviennent, le désir de se battre, de renverser le temps. Dans mon petit coin d'ombre, je voudrais simplement remplacer les mots. À la place du mot fin, mettre le mot aventure. À la place du mot sauvagerie, mettre le mot sauvage. Je dis, le voilà notre siècle qui s'arrache aux ruines par la faim, par la soif. Il veut lui aussi sa part de guerre. Je dis, le voilà le temps de nos aventures, celui peut-être de la seconde vie. Nous sommes curieusement là, comme des encordés. Nous regardons au loin l'ensemble du paysage. Il y a plus bas autour de nous tout ce qui désespère, les hommes et leurs aboiements. Cette espèce étrange de violence qui confond la naissance et le meurtre. Puis il y a nos souvenirs. Ce que nous éprouvons quand quelque chose sous nos yeux se donne. Il y a l'enfance, les formes de la revie. Il y a la vibration que nous ressentons quand nous échappons à nos vies possédées. Alors, nous pleurons, nous rions de voir ce qui est là. C'est sur cette ligne de crête que je voudrais me tenir. Tenir, mes amis, tenir en équilibre sur cette ligne-là. Mais peut-on pour cela se passer de la foi? Peut-on se passer d'une prise pour s'accrocher au ciel?
livre s'en va, il me fuit. Il dit, laisse-moi seul. Je lui donne quelques foulées d'avance, puis le suis discrètement pour ne pas le perdre. Le livre maintenant longe le fleuve gelé. Sous le pont où il s'engage, un brise-glace a dégagé les piliers. L'eau noire du fleuve reflète les lumières de la ville. On dirait ces lumières, des chapelets agités par les mains d'un vieux moine. Au loin, des sirènes indiquent que la nouvelle Russie prospère, s'enrichit, se corrompt, et dans la pourriture trouve des raisons d'espérer. Elles témoignent, les sirènes, s'il le fallait encore, de la vitalité de la corruption. Et le livre, lui, que peut-il encore? Qui aura le temps dans cette urgence de le recueillir? Il pense, lui, à ces jours où les marins de Kronstadt se sont donné la main pour mettre fin à la souffrance humaine. Il pense aux coups de feu qui furent tirés pour rien, aux vies achevées sans trace sous les épaisseurs salées et glacées de la mer. Ô marins de Kronstadt. Et il se penche. On dirait qu'il veut tâter l'eau gelée du fleuve. Mais il reprend sa marche. À présent, je l'entends, je le connais, mon maître, ce sont d'autres souvenirs qui l'assaillent. Une partie d'échecs il y a longtemps, beaucoup d'histoires d'amour. Les vers des poèmes que l'on chanta à la mort du tsar rouge. Et le livre aussi pense aux occasions manquées, à tout ce qui aurait pu être et qui ne fut pas. Il pense, mon maître, aux mains tendues, à l'épaule qui se donne, au corps qui se refuse, aux marches qui s'achèvent. Il pense aux histoires qui ne furent pas écrites, aux empreintes dans la neige qui ne vont nulle part. Le passé ronge le livre comme l'arbre la vermine. Ô Dieu, il prie, combien d'années me reste-t-il à vivre? Il marche comme s'il voulait remplir les pages de ses pas, comme si la neige, le vent, pouvaient le maintenir en vie. On dirait qu'il hésite. Un regard sous le pont où le brise-glace avance, puis, allez, le livre se jette. Tout est allé très vite. De là où j'étais, derrière, loin derrière, je ne l'ai pas vu tomber. Que va-t-il devenir, le livre? M'aura-t-il conduit jusque-là en Russie pour mourir? Si nous sommes comme l'eau dans laquelle il s'enfonce, des vies sans trace, jetées dans le courant et vouées à l'oubli,
Que restera-t-il de nous sans lui? Et les histoires qu'il m'a transmises au fil des ans, où pourrais-je les consigner? À Saint-Pétersbourg, heureusement, le livre fut sauvé. C'est un vieux Russe qui le rattrape dans le courant gelé. Il le hisse, le frotte, puis l'allume. Le livre brûle, mais il sent que chaque page qui s'enflamme, au lieu de le tuer, le revigore. Voilà, non, je voulais vous dire un mot en fait sur un peu ce qui traverse ce texte de 40 minutes et ce qui traverse le livre de la faim et de la soif, sur cette question du langage en fait, lorsqu'il est question justement de faire réalliance, la façon dont finalement cette instance de séparation qu'est le langage
qui était vraiment raccroché à l'espèce humaine, c'est-à-dire ce moment d'émergence comme ça qui nous coupe du reste des espèces. Comment finalement le livre de la faim et de la soif, à travers toutes ces histoires, à travers tous ces contes, tous ces fables, cherche, je crois, à sa manière, à transformer en fait cette vieille alliance de l'homme et du livre, de l'homme et du langage, pour essayer en quelque sorte de se remettre au service des choses. Et sans doute ce qui me fait penser que c'est dans toute sa diversité d'histoire, un livre qui a le souci du monde et le souci de ce que nous faisons au monde. Et donc sans doute on pourrait même qualifier ça d'une sorte de prosopopée un peu écologique. Puisque si vous le lisez, vous verrez qu'à la fin du livre, le personnage qui est au cœur de ce roman a le souci des arbres. La mémoire lui revient lorsqu'il touche le bois dont il est fait. Et donc voilà, je voulais simplement vous dire cette chose-là et accessoirement vous donner à lire un livre magnifique qui n'est pas de moi, mais qui j'aurais beaucoup aimé écrire, qui s'appelle « Comment la Terre s'est tue ». Et que je lisais en venant vous voir, que je reprenais parce que je l'avais interrompu. Comment la Terre s'est tue de David Abraham. Et ce que dit David Abraham dans ce livre, Comment la Terre s'est tue, c'est il raconte en quelque sorte comment finalement l'expression même de la langue, qui est donc l'écriture, en fait, cette impression, cette empreinte de l'écriture, s'est progressivement émancipé en fait d'une graphie, d'un dessin. La façon dont dans les premières écritures idéogrammiques, on avait comme ça l'idéogramme et donc le lien au monde en fait. Ce rappel des formes du monde qui créait ce lien en fait, indissoluble de nous avec les choses, de nous avec les animalités, avec les plantes. Et il raconte au fond comment progressivement il y a eu cette montée en abstraction. C'est-à-dire comment progressivement on est passé des idéogrammes à un véritable aleph-bet, comme il l'écrit, le aleph-bet de l'alphabet hébraïque, et puis ensuite le alpha, bêta, gamma, etc. Et quand progressivement les signes se sont détachés de leur dessin. Et il y a un très très beau commentaire du Phèdre de Platon où il raconte ça, comment il y a cette question qui est posée par Socrate. Il se promène dans la forêt et on voit très très bien ce qu'il dit, c'est-à-dire que la façon dont l'écriture et l'impression et la trace de l'écriture a permis en quelque sorte non seulement d'accomplir cette séparation d'avec le monde, donc d'une coupure irrémédiable, mais accessoirement, comment petit à petit le livre imprimé a permis une autre forme de réflexivité, c'est-à-dire encore plus cette montée en abstraction. Et je crois que la conception qui traverse, la conception du langage qui traverse le livre de la faim et de la soif, mais en fait qui remonte en moi de plus en plus, c'est une conception graphique, je pourrais dire, c'est-à-dire un retour au dessin des lettres. Parce que si je m'attache au dessin des lettres, vous verrez qu'il y a parfois des dessins dans le livre et qu'il y a des dessins notamment d'un mot écrit en alphabet hébraïque qui devient un mot action, où le dessin des lettres compte, il agit, où à un moment donné aussi il est écrit terre. Mais la façon qu'a ce mot d'être écrit dans le dessin, c'est une emprise beaucoup plus forte au dessin. C'est-à-dire qu'on est au-delà d'un signe abstrait qui survole au-dessus des choses. Et c'est, je crois, en fait, mais je vous le dis aujourd'hui, parce que j'en ai pas toujours été conscient, cette forme qui, à mon avis, se lie à l'enfance. Je pense à mes enfants lorsqu'ils apprennent un aleph-bet, lorsqu'ils sont en quelque sorte introduits dans ce rite initiatique de l'alphabétisation. Il y a 1000 manières d'apprendre le langage à chaque premier homme, comme dirait Albert Camus. Il y a une façon assez abstraite de lui apprendre que A est A, et que A et B fait AB, et que, etc. On remonte comme ça, mais il y a une façon concrète. Et notamment, lorsqu'on apprend l'hébreu, on voit très très bien que c'est attaché au dessin. C'est-à-dire que l'aleph a un certain dessin, que le bet en a un autre. Et on tire en quelque sorte des leçons de ces dessins. Je pense notamment à l'aleph-bet et au troisième, qui est le gimel, qui a la forme d'un homme qui marche. Et il est dit ça, que l'aleph est le souffle, c'est la non-lettre, c'est le souffle, le bet, c'est l'ouverture, c'est Bereich, c'est le récit de la création, du commencement. Et puis vient le gimel, c'est-à-dire qu'après la création, il y a la forme d'un homme qui marche.
C'est-à-dire, et en fait, il y a comme ça tout ce récit, je me plonge là-dedans, mais il y a une très belle introduction à tout ça, qui est l'alphabet sacré. Et on voit très bien qu'il y a ce qui fait retour, notamment dans ce livre de David Abraham, Comment la Terre s'est tue. C'est une nouvelle, en fait, c'est une nouvelle manière d'appréhender la langue pour, en quelque sorte, dans la mesure du possible, j'insiste sur dans la mesure du possible, nous réconcilier avec les choses. Voilà. Et c'est simplement ce que j'avais envie d'ajouter. Maintenant, si vous voulez, conversation, pas conversation, si vous avez très soif, on peut aller boire. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais envie d'ajouter, c'est qu'il y a cette conception-là d'un langage comme dessin, d'un langage comme faisant corps avec le monde, et non pas simplement avec l'abstraction de nos espèces, de notre espèce humaine, qui sans doute traverse un grand nombre d'histoires. J'en ai lu quelques-unes, mais l'histoire de l'oiseau qui assiste à la naissance du langage et cette fresque de la malédiction est très clairement traversée par cette idée que le langage nous coupe du monde et qu'une autre conception du langage comme dessin nous permet de retrouver les choses. Voilà, c'est ce que je voulais juste simplement ajouter. Et si vous avez des questions ou si au contraire vous voulez plutôt passer à la phase 2 de cette belle soirée, en tout cas d'avance s'il n'y a pas de questions, parce que c'est toujours ce moment, je vous remercie infiniment de... Ah, Jean-Claude. Moi j'en ai une petite. Je sais pas si ça marche. Alors, parce que j'aime bien toujours les liens d'amitié, mais Jean-Claude Crespi, nous sommes connus à Vienne, il a organisé une rencontre d'écrivains francophones, français. Voilà, maintenant il est en poste à Bruxelles, je viens d'apprendre. Mais... Donc ma question c'était en fait sur la question du sacré de la langue et de l'écriture et du glyphe en fait, tel que tu le décris. On a l'impression que c'est un peu un retour pré-mallarméen, parce qu'en fait Mallarmé avait déjà décrété que le signe n'était pas le reflet de l'être, donc il y avait une grande nostalgie déjà dans ce constat, et c'est pour ça qu'il avait dit c'est dans le vers. C'est dans le vers qu'on va retrouver en fait la cadence mère, et puis que la langue va redevenir porteuse de ce que tu cherches un peu à faire, c'est-à-dire l'accrochage avec l'être, en fait, retrouver dans le corps de la langue et dans le corps de la lettre quelque chose qui soit un peu une trace de l'être, une trace de l'arbre, etc. Est-ce que tu crois que c'est vraiment possible? Est-ce qu'on peut, après Mallarmé, après l'adieu aux langues sacrées, retrouver quelque chose de sacré dans la langue? Peut-être simplement prolonger déjà ce que tu dis, c'est-à-dire que je crois que s'il y a bien un lieu encore où on croit à une forme de langue performative, c'est le poème. C'est accessoirement ça, c'est quelque chose qui traverse la poésie, et que lorsqu'on parle d'autres genres, il y a parfois le lieu du roman est certainement le lieu. Je dis d'ailleurs accessoirement que ça n'est pas des retrouvailles avec le sacré en ce qui me concerne. C'est plutôt retrouver en fait la bataille avec le sacré ou d'avec le sacré. Mais après, ce qui me permet aussi un peu de prolonger la chose, c'est que j'aurais pas mis Mallarmé forcément comme coupure, mais par contre, ce qui nous arrive, c'est-à-dire dans la reconnaissance que nous sommes allés trop loin dans l'usage du monde, pour reprendre ce terme de Bouvier, ça nous oblige en quelque sorte à reconsidérer la façon que nous avons de nous placer par rapport au monde. Et le langage est cette instance qui nous fait, en quelque sorte, qui nous hausse dans la hiérarchie des ontologies, de l'être, etc. Et je crois qu'en fait, l'effort, qui est un effort à la fois poétique, politique, pratique, c'est de nous remettre en fait dans ce cycle des choses. Donc, sans doute que d'être dans une ontologie, on va dire, pour être clair, plus animiste, certainement que je porte en moi, en tout cas, l'idée que cette coupure, qu'on la mette à Mallarmé ou à d'autres moments de l'histoire, elle est irrémédiable. Il n'y a pas retour, il n'y a jamais retour. Mais par contre, c'est comme ça que j'ai de comprendre en fait cette sorte de montée vers le poème dans ce que je fais, dans ce que j'écris, et accessoirement comme ça que je comprends sa raison, on va dire, sa poétique, politique, sa poétique, on pourrait écrire avec un H, comme ça m'arrive parfois de le faire, c'est-à-dire la question éthique étant d'aller vers une nouvelle ontologie où on est plus relié au monde. Et donc moins dans l'hubris. C'est pour ça que dans le petit courrier que j'adressais là, il y a cette interrogation sur ce mot libre.
C'est comme le langage, ce sont toutes ces choses qui nous rehaussent, en fait. Et je crois que nos politiques sont parfois encore totalement traversées par ce désir de puissance. C'est d'ailleurs ce qui me permet aussi de poursuivre ma réponse. C'est que dans ce rapport sacré du langage que l'on ne retrouvera pas, je pense par exemple à cette image dont je parle parfois de ma fille, qui m'avait vraiment émerveillé lorsqu'elle commandait aux vagues. C'est ce rapport en fait qui n'est pour moi pas sacré, mais enfantin en langage, qui aussi on retrouve dans le poème, c'est-à-dire un rapport parfois. Je me souviens qu'elle commandait aux vagues, il y avait ces marées, et elle disait « va ». Et la mer partait, et puis « reviens », et la mer revenait. Et il y avait comme ça, juste par cette sorte de puissance du langage, une foi inébranlable que le langage commandait au monde. C'est peut-être ça que j'essaie d'expliquer là, c'est qu'en fait, c'est peut-être un mouvement inverse. C'est un langage moins puissant, en fait. Moins puissant, c'est-à-dire qui nous arrache moins. Et donc, sans doute, qui fait retour sur la graphie. C'est-à-dire les formes du monde, en fait. Voilà ce que je pourrais dire. Mais en tout cas, il y a clairement une question aussi, tu as raison de souligner, je pense, sur... Enfin, en tout cas, dans ce livre de David Abraham, j'étais heureux de le voir, c'est qu'il ramène cette question de l'animisme, en fait, tu vois, qui est en fait simplement un respect dû aux formes du monde, aux multiples formes du monde. Et accessoirement, on ne trouve pas ça seulement chez David Abraham, mais également dans ce texte, dans ce rassemblement de textes qui est Face à Gaïa de Bruno Latour, où il décrit exactement ce moment de rupture. C'est pour ça que je ne mettrai pas forcément Mallarmé, peut-être dans l'histoire de la poétique, et particulièrement en France. Mais le moment moderne dont parle Latour, c'est le moment où les deux sphères se séparent. C'est-à-dire en fait la sphère du monothéisme et la sphère des choses, la sphère du monde. Et c'est ce qui va permettre, c'est comme ça que je l'entends, c'est très fort par exemple dans Moby Dick, l'usage du monde, c'est-à-dire l'exploitation des choses. À partir du moment où le monde est uniquement matériel, uniquement physique, il n'est plus sacré, alors pourquoi pas en user et en abuser, à notre usage. Il commande d'ailleurs un assez beau passage, je dis souvent quand je reprends le récit de la Genèse, je dis c'est au 5e jour que ça a commencé à merder, parce qu'on voit qu'au 5e jour, dans le récit de la création, qui est un mythe, hein, je veux dire, on n'est pas là, voilà. Mais simplement, je le prends comme un récit, et au 5e jour, c'est le moment où Dieu, appelons comme ça, confère le droit au glébeux, à l'homme, d'user et d'abuser des oiseaux, de la terre, etc., etc. Donc jusqu'au 5e jour, ça va à peu près. Puis au 5e jour, paf, ça y est, on se hisse au-dessus du monde, quoi. Et c'est peut-être cette sorte c'est à cet endroit-là, de cette coupure, que je pense le travail est un peu à reprendre, quoi. Oui, peut-être juste une chose, parce qu'il y avait un personnage, tu parles de ça, donc c'est très bien de revenir à ça. Il y a un personnage qui est très beau dans le livre, qui est, je retiens jamais son nom, c'est Isidore, un nom impossible à tenir. En belge, on dirait pas le cook, mais c'est pas ça, c'est pas... Parekenpot. Voilà, exactement, un nom formidable. Et ce personnage est très bizarre, parce qu'il coupe le monde en deux. C'est un personnage que je découvre dans le livre, complètement à l'écoute des choses qui se passent, et c'est le seul dans le livre qui est tellement attentif à la faille, et qui voit dans la faille un signe que les autres ne voient pas. Est-ce que toi, tu peux parler de ça? Et je vais vite faire une parenthèse avant que tu parles de ça. C'est drôle que vous parlez de Mallarmé, parce que à travers Mallarmé, il ne faut pas être obsédé de Mallarmé, mais je trouvais que le procédé que tu utilises, que toi qui écris le livre, c'est le livre qui te commande à toi qui es la main simplement, Mallarmé qui se dit dans le coup de dé ne pas être l'auteur mais être opérateur, et que tout ce problème du langage qui nomme et qui du coup fixe la chose, j'ai parfois l'idée dans Mallarmé, du coup, dans son coup de dé, et dans tout son travail sur le livre, qui est quelque part aussi presque biblique, essaye d'oublier le livre, et dans ton livre, tout le temps, ça se trouve ça, d'essayer d'oublier le langage, de faire tout pour détruire, effacer, oublier, mais qu'en même temps, ça reste extrêmement tout le temps présent. Bon, chez Mallarmé, ça va vers le coup de hasard qui va faire l'événement, etc. Chez toi, je ne pense pas tout à fait. Enfin, ça, tu pourrais peut-être y revenir. Mais je trouve qu'il y a un lien quand même. Que moi, je trouvais
dans le livre. Mais bon, donc Isidore, Par exemple. oui, si tu peux en parler, ce serait bien. Donc je le situe simplement, il se réveille un matin, c'est dans une histoire, et puis il vient d'être tout à fait... Alors lui, on a abusé de lui, hein, parce c'est un astrophysicien, disons, on ne sait pas de quelle époque, mais on comprend du Moyen-Âge, donc on est encore dans la théorie des astres, etc. Enfin, avec les sphères, enfin tout ça est très très en gestation, mais le monde est encore le centre des choses, et enfin la Terre. Et donc, voilà, après une nuit un peu sauvage, il voit qu'il y a juste une petite fêlure au pied de son lit. Et il est attentif à cette petite fêlure qui progressivement s'agrandit jusqu'à avoir en fait une figure en fait du monde qui sont des mondes coupés en deux. Donc, mais qui en fait reprend cette histoire. Derrière cette histoire, il y a des souvenirs, je crois, d'un cas de Freud qui était un peintre qui ne parvenait jamais qu'à la moitié de sa toile. Ce sont des cas, en fait, je ne sais pas s'il y a des psychiatres, mais c'est un cas répertorié, en fait, qui est un trouble oculaire ou un trouble psychologique où on ne peut voir que la moitié du monde, en fait, qui, je trouve, est une chose stupéfiante. Enfin, et je l'associe effectivement à ce que fait Isidore Parakenpot, c'est-à-dire à écrire ce qu'il appelle le traité des passions célestes, donc à l'image d'un Descartes qui écrit le traité des passions, lui il écrit le traité des passions célestes, et il va s'intéresser, il va faire en quelque sorte un tableau de tous ces troubles de la moitié, de tous ces troubles de la coupure, de la brisure. On retrouve ça d'ailleurs dans les vies potentielles. Lorsque je parlais du fait d'un âge post-nucléaire, enfin, de la fission de l'atome. C'est-à-dire, je disais cette chose, et je pense qu'on est contemporain de Mallarmé, puisque la fission, enfin, le moment de la théorie de la relativité générale, je suis toujours très sensible à ces liens entre la science et la littérature et les arts, etc. Je pense qu'il y a énormément de correspondances et de liens d'imprégnation. Et accessoirement, ce qui nous arrive, c'est-à-dire cette fêlure, enfin, je me sens en tout cas là, pris dans cette sorte de fêlure grandissante, eh bien, est peut-être la continuation de cette fission de l'atome. C'est-à-dire, si l'on fissure la matière, pourquoi ça ne nous atteindrait pas à un moment donné? C'est une sorte d'hypothèse qui est à la fois poétique et finalement assez, voilà, comme ça, assez pratique de dire, tiens, ça doit nous atteindre à un moment donné. Donc, il y a un peu toutes ces choses. Au fond, je n'ai pas, quand j'écris les histoires, je n'ai pas, disons, un point précis de référence. C'est simplement, je convoque par la mythologie un certain nombre de choses qui... Et au fond, au moment de l'écriture du livre, c'est même très peu conscient. J'écris le livre comme un flux. C'est vraiment comme si je laissais remonter des mémoires. C'est comme si c'était... voilà. Ce qui me permet un tout petit peu de te répondre sur le combat dans le livre entre le dactylographe, la pieuvre et le personnage, qui est un combat qui cherche... Il y a comme ça de l'indécidable sans cesse entre est-ce qu'il veut l'oubli, est-ce qu'il veut la mémoire, est-ce qu'il veut fuir, est-ce qu'il veut se réconcilier. Et c'est une manière pour moi en fait de me laisser traverser en fait par ce que je comprends être les conditions du temps, on va dire, de nos temps, et en me disant voilà qu'est-ce qui nous arrive, et je crois qu'il y a même dans les lettres parfois aussi cet indécidable jusqu'à... Je pense que pour moi, existentiellement, plus encore que dans l'écriture, la bascule, je l'ai posée là comme une question, c'est la question de la foi. Est-ce qu'à un moment donné, j'arrive à faire une place à ça, tout en restant un grand laïc, je veux dire par là, c'est-à-dire mais en fait, est-ce que je suis en train de l'observer? Parfois, je le tiens, parfois, ça m'échappe. Mais c'est une foi... qui s'inscrit dans la tradition juive, certainement pour moi, mais qui déborde le rituel, comme dirait Teilhard de Chardin, mais accessoirement, qui est plus sur retrouver une forme d'émerveillement ou d'un monde de la création, et donc moins désenchanté, moins effondré, moins fissuré. En fait, arriver à retrouver une force. C'est ce que je travaille, par exemple, dans un cycle qui s'appelle Histoire du vertige. C'est-à-dire, je trouve que dans la modernité, il y a de plus en plus d'éléments de coupure, donc de vertige. Il y a de plus en plus de vertige de la trace, de vertige de la mémoire, de vertige de l'équilibre, de vertige de la fiction, de vertige, etc. Je pourrais les multiplier, de vertige des langues, où les langues se déplacent, on est toujours en traduction, c'est le lost in translation. On voit tout ça, cette progression comme ça vers plus de vertige. Et donc ma question est plutôt,
est-ce que l'écriture suffit? Et si l'écriture ne suffit pas, est-ce que j'arrive à trouver un principe intérieur pour me tenir dans les temps? C'est-à-dire ne pas céder à la déploration. Puisque précisément, c'est un peu, je trouve, dans la grande vague très réactionnaire que l'on connaît, qui est une vague monde, en fait, j'observe des processus de réaction très très forts à ce qui, dans la modernité, déstabilise. On se replie sur des identités, sur des territoires. Et donc moi, mon principe, pour continuer à accueillir ce qui est là, ce qui vient, ce que l'on produit, à la fois dans le plus magique et dans le plus destructeur, c'est comment je trouve un principe interne qui me permet de me tenir face au temps. Pour l'instant, j'ai eu l'écriture. Mais l'écriture, c'est un truc où je suis traversé, et puis je vois que ça continue quand même à tanguer, quand même. Pas mal. J'ai un peu... mais j'ai pas répondu sur Mallarmé, parce que j'ai jamais été, curieusement, alors que je sais son combat sur le livre, un grand Mallarmé. Je pense que la part de combat qu'il y a avec le livre, dans le livre de la faim et de la soif, quand je le fais, quand je l'imagine qu'il est brûlé, je le passe en quelque sorte, c'est pour moi le personnage, en fait, c'est presque un test de résistance que je lui fais subir. C'est comme les architectes avec les monuments, on fait trembler la terre autour, on voit si ça résiste, on le passe, on le brûle, on l'écrase. Ce que faisait Cervantes avec Don Quichotte, c'est pareil. De page en page, on lui fait passer par tous les états et on voit est-ce qu'il arrive à tenir bon. Donc c'est ça que j'appelle aventure, quoi. Et je pense que je me débat plus avec le livre des livres, c'est dit plusieurs fois, c'est-à-dire avec le livre, ce que faisait déjà Mallarmé. J'ai pas pour moi, enfin voilà, c'est plus avec le livre des livres, avec les mythes de la création que j'essaie de travestir, de transformer, pour qu'ils tiennent en fait dans nos temps, en fait, pour qu'ils nous aident plus, en fait, sans doute. Je sais pas. On boit un verre? Ou vous voulez prolonger encore ces interrogations sur le sacré? Non? C'est moi qui décrète? Vas-y. Mais lancez-vous par contre, soyez pas timide, parce que ça, on est là, et c'est bien, et there will be only one night like this. Ok, ça marche. Super. Non. Non, mais je me demandais, parce que c'est la première fois que je viens vous voir en live, comme on dit, vous voyez, je veux dire de visu, quoi. Le livre. Et par rapport aux précédentes, parce que j'ai vu des choses de vous sur YouTube, vous voyez des conférences que vous avez fait où vous lisiez vos livres, et je me demandais juste pourquoi ici vous avez choisi de travailler avec de la musique, alors qu'avant vous ne le faisiez pas, à quel endroit vous trouviez, pourquoi en fait, un peu, s'il y a une réponse ou si pas du tout, c'était juste pour kiffer, quoi, je sais pas. Non, pour kiffer, oui. Ou pour la poésie, je sais pas. Oui, non mais c'est, j'ai une attache très forte à Bruxelles. C'est un lieu pour moi de... je sais pas si je pourrais dire ami à Paris. Paris est une ville plus dure, plus conflictuelle. J'ai un rapport d'amitié avec cette ville. Et ça passe beaucoup par un ami qui est là, qui est Gilles. Et maintenant par d'autres que je compte ici c'est pour moi, c'est vraiment pas, c'est pas une terre neutre, quoi. C'est un endroit où je peux faire ça. Après, sur la partie avec la musique, ça, je l'ai fait dans d'autres endroits. D'accord, c'est pas voilà. Spécifique à ce texte-là. Non, autour du livre de la faim et de la soif, on s'est retrouvé avec un autre ami qui est ici, qui est Valentin, que vous avez vu, qui jouait du violoncelle, et on s'est retrouvés comme deux exilés à Berlin. Et un jour, c'était via Facebook, et il m'a dit, mais qu'est-ce que c'était à Berlin? Je dis, oui, on était à 4 rue d'Écart. Et puis on s'est retrouvés, et on avait déjà travaillé ensemble. Et je lui ai dit, tu sais, je vais sortir ce livre de la fin des âges, j'aimerais bien réfléchir à quelque chose avec toi au violoncelle. Et voilà. Et je trouve, sans doute, enfin c'est curieux, j'ai eu une certaine résistance, parce qu'il y a tout un moment où je fais des lectures, notamment L'inquiétude d'être au monde, où c'était le retour à la voix nue, c'était... pas le spectacle, les images et tout. Il se trouve que là il y a une dimension enfantine, il a failli y avoir des dessins, puis bon, ici ça convenait pas, parfois ça va, mais là ça revient, je peux le faire. J'aime infiniment cet instrument qu'est le violoncelle. Voilà. Il y a tout un moment où j'étais un peu
Par exemple, le terme même lecture musicale me semblait incroyablement... et je dis pas du tout ça parce qu'Adrienne l'a choisi, parce que c'est même, on en a parlé ensemble, et maintenant, il faut dire ce que c'est une lecture musicale. Mais sur le principe, lecture musicale me ferait plutôt fuir. Enfin, oh là là, lecture musicale. Enfin, il y a quelque chose un peu d'un arrière-monde ou d'un autre monde, quelque chose du XVIIe siècle, où salon bourgeois, vous voyez, on va faire des lectures, puis on va faire de la musique. Mais en même temps, faut être simple. C'est comme ça. C'est une lecture musicale, et puis après, c'est ce qu'on en fait, quoi. J'ai le souvenir d'un ami, Mathias, qui avait joué ici avec Dominica. C'était très fort, c'était très puissant, autour d'un livre qui s'appelait Zone. Alors ça peut être complètement raté, comme ça peut être bien. Là, je trouve qu'on y arrive, en fait. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va, quoi. Ça dépend. Mais en tout cas, pour la part d'amitié, la part de choses où j'ai voulu écrire quelque chose pour ce soir, qui accompagne, ça, c'est lié à Bruxelles. Vraiment. Maintenant, peut-être que je serai amené à le refaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais envie de le faire ici. C'est un lieu où je me sens en confiance et entouré d'un esprit d'amitié. Enfin, voilà. Ce que je n'ai pas toujours. À Paris, on arrive, on est un peu cerné. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est même, mais ça va au-delà, en fait, de différences et de typologie de ville, en fait. C'est juste que il y a un cynisme beaucoup, beaucoup plus fort en France et à Paris. Et il y a quelque chose qui se maintient ici, de l'ordre de la joie, parfois. Enfin, vraiment, c'est des souvenirs précis, quoi. Et on fait moins les manières, quoi. Et c'est bien comme ça. Enfin, moi, je vis comme ça, et voilà. Donc, merci de m'avoir invité de pouvoir faire ça ici. Juste une chose encore, c'est très bizarre, c'est peut-être très personnel, mais ta voix dans le livre, quand je lis le livre, j'entends une voix, c'est sans doute un peu la tienne, elle est très différente de la voix que j'entends ici. Ici, c'est peut-être très personnel, je ne sais pas ce que les autres entendent, mais je trouve qu'il y a une voix qui est très mélancolique. Il y a une voix presque de Leusienne, comme ça, aussi dans le peu nasillard, mais il y a aussi une vraie mélancolie que je n'ai pas trouvée, en fait, moi, quand je lisais le livre, moi. Je trouve que j'étais plus proche du conflit entre le livre et la chœur dans ce combat. Alors qu'ici, il y avait quelque chose de... C'est sans doute la musique, c'est sans doute l'instrument qui donne ça, mais il y a quelque chose de très mélancolique, presque nostalgique parfois. Mais je pense que tu as raison, parce qu'en fait, lorsqu'on fait des lectures, on est obligé d'avoir presque une sorte de... Comme on pourrait dire, on a besoin d'une unité de lieu, autant il y a une unité de timbre, en fait. Alors que dans le roman, tout est beaucoup plus dialectique, enfin, je veux dire, et puis surtout, il y a une part de drôlerie. Il est hystérique, le livre, dans le livre de la faim et de la soif. Enfin, je le dis en riant, mais c'est un livre bipolaire, quoi. Il a des accès de grande mélancolie et des accès de grand espoir. Toutes ces variations sont... Et puis, c'est sans doute peut-être une des choses les plus difficiles, c'est-à-dire aller vers le rire en présence... Enfin, moi, voilà, je pourrais te raconter, mais j'ai un rapport très, très paradoxal au rire en public. Pas au rire en alcôve, entre amis, mais c'est compliqué, quoi. Et donc, donner ces accès-là, je pense que c'est comme un mouvement de retrait où je suis sur une terre qui est plus... Tu vois, il y a un timbre et le violoncelle, évidemment, je pense, ajoute à ça. Voilà, mais c'est vrai que merci de me dire que le livre est beaucoup plus... Enfin, il y a des moments, voilà, moi je ris beaucoup. Merci beaucoup pour tout. Et puis, on reste un peu là ensemble, j'espère. Merci.